Avant que les portes du tribunal ne s'ouvrent, avant que le juge ne prononce mon nom avec une gravité inattendue, j'ai revu le regard de Guillaume. Ce jour-là, au fond de la salle d'audience, il me considérait comme une erreur à effacer de sa vie parfaite. Sa voix, si assurée, avait dit que j'étais un fardeau, une femme sans valeur, un simple accessoire. Il ne comprenait pas, et ne comprendrait jamais, que mon silence n'était pas une faiblesse. Il était une observation, une patiente attente. J'écoutais ces mots tranchants, mais mes pensées remontaient bien plus loin que notre appartement du 16e arrondissement, bien plus loin que l'argent et le prestige qu'il recherchait avec tant d'ardeur. Il faut parfois que le monde s'écroule autour de nous. Il faut parfois que tout soit réduit en poussière pour que les vraies fondations apparaissent, pour que l'on voie enfin ce qui est essentiel. Je m'appelle Evelyne Mercier. J'ai 49 ans et ce matin-là, mon monde s'est effondré une deuxième fois, non pas dans le vacarme d'une tempête de neige, mais dans le silence pesant d'une salle d'audience. Le tribunal judiciaire de Paris, un lieu que l'on imagine empreint de solennité, était pour moi ce jour-là une arène où l'on déchiquetait les lambeaux d'une vie. J'étais assise, menue, presque invisible, face à Guillaume Dubois, l'homme que j'avais épousé, l'homme qui m'avait réduite à néant. Ces avocats, 3 hommes en costume sombre, chuchotaient, leur voix feutrée accentuant mon sentiment d'être hors de propos, une ombre dans une pièce trop éclairée. Guillaume, lui, affichait une assurance que je connaissais trop bien, ce sourire figé, poli, qui dissimulait une cruauté glaçante. À ses côtés, Sophie Bertrand, sa nouvelle compagne, était drapée dans un manteau de laine blanche, un vêtement que j'avais autrefois rêvé de pouvoir m'offrir. Son regard, croisant le mien, était empreint d'une pitié froide, d'un mépris calculé, comme si ma présence la dérangeait à peine, un simple détail insignifiant. Les paroles de l'avocat de Guillaume résonnaient dans la salle, martelant ma prétendue insignifiance. Il expliquait à monsieur le juge que je n'avais aucune contribution financière significative à notre foyer, que mon instabilité émotionnelle était notoire, et que j'avais quitté la résidence conjugale, de mon plein gré, des mots qui s'écrasaient sur moi comme des pavés. Je voulais protester, dire que c'était faux, que j'avais tout donné, mais ma gorge était nouée, ma voix inexistante. Et puis, dans ce tumulte de mots et d'humiliation, quelque chose s'est passé. Monsieur le juge, un homme à l'allure sérieuse, le visage marqué par l'expérience, a interrompu l'avocat d'un geste imperceptible. Ses yeux, vifs et perçants, se sont posés sur le dossier posé devant lui, puis se sont figés. Il a ajusté ses lunettes, une lenteur presque théâtrale dans son geste, et a relu une ligne, puis une autre, comme s'il cherchait à déchiffrer un mystère. Le silence s'est fait, un silence si profond que j'entendais presque les battements de mon propre cœur. L'expression du juge a changé, passant de l'indifférence à une surprise contenue, puis à une gravité inattendue. Tous les regards se sont tournés vers lui, y compris celui de Guillaume, dont le sourire s'est légèrement altéré. Monsieur le juge a levé les yeux vers moi, ses mots tombant lentement, lourds de sens, remplissant l'espace d'une autorité nouvelle. Il a dit, à voix basse, mais avec une clarté absolue, une question qui allait changer le cours de ma vie. Madame. Votre nom de famille légal est bien Mercier? Le nom, Mercier. Ce nom, je l'avais porté toute ma vie, mais je l'avais aussi fui, caché, presque oublié, comme une vieille photographie jaunie que l'on garde au fond d'un tiroir. L'étonnement du juge m'a ramené loin en arrière, bien avant cette salle d'audience, bien avant Guillaume, avant même Paris. J'étais Evelyne, une petite fille aux joues roses, courant pieds nus dans l'herbe d'un jardin modeste en Normandie, le rire clair de ma mère pour seule mélodie. Ma mère, Cécile Mercier, était une femme d'une douceur infinie, d'une intelligence discrète. Ses mains, si délicates, savaient pourtant tout faire, coudre des rideaux pour notre petite maison, préparer de délicieux gâteaux, ou simplement me caresser les cheveux avec un amour infini. Elle avait cette capacité rare à transformer le quotidien en poésie. Elle venait d'un monde que je ne connaissais pas, un monde dont elle ne parlait jamais, sinon par bribes, comme des contes de fées lointains. Elle avait tout quitté, le faste, les titres, les attentes écrasantes de la Fondation Mercier, pour me donner, disait-elle, une vie libre. Elle voulait que je puisse faire des bonhommes de neige dans le jardin,
boire du chocolat chaud dans des tasses ébréchées, et grandir sans le poids d'un héritage qu'elle jugeait toxique. Pour elle, la richesse n'était pas dans l'opulence, mais dans la simplicité, dans la liberté de choisir son chemin loin des regards et des jugements. Nous vivions simplement, ma mère et moi, dans une petite maison où le vent de la mer apportait les histoires des marins, où les hivers étaient longs et les étés doux. C'était une vie paisible, remplie de rires, d'histoires au coin du feu, de la chaleur réconfortante d'une présence aimante. Cette paix, hélas, n'a pas duré éternellement. Le cancer, cette maladie insidieuse, l'a emporté quand j'avais 19 ans. Le monde s'est obscurci. Je me suis retrouvé seul, perdu dans cette petite maison où chaque objet, chaque recoin, me rappelait son absence. Des avocats, des conseillers, des hommes en costume sombre qui se présentaient comme des représentants de la Fondation Mercier, sont alors apparus, me parlant d'héritage, de responsabilité, de sommes considérables que je ne pouvais même pas concevoir. Mais tout ce que je voulais, c'était ma mère. J'ai refusé en bloc. Je voulais construire ma propre vie, tracer mon propre chemin, loin de ce nom, loin de cette histoire que ma mère avait si désespérément cherché à fuir. Je voulais être Evelyne, sans rien d'autre, une femme ordinaire, libre de ses choix, fidèle à l'héritage de simplicité et de courage qu'elle m'avait légué. Je suis arrivé à Paris avec mes rêves et une innocence que je n'aurais pas dû garder si longtemps. J'avais 24 ans, un petit emploi d'assistante en décoration d'intérieur, et le désir ardent de prouver ma valeur, non pas à travers le nom de ma mère, mais par mon propre travail acharné. C'est dans un petit café branché du Marais que j'ai rencontré Guillaume Dubois. Il était là, un jour de pluie, les cheveux légèrement en désordre, un livre à la main. Il était charmant, attentif, ambitieux, tout ce que je croyais désirer chez un homme. Ses yeux, d'un bleu profond, semblaient me voir vraiment, au-delà de ma timidité. Il me parlait de ses projets audacieux, de son désir de conquérir le monde de la finance, et j'étais fasciné. Il admirait ma simplicité, ma fraîcheur et disait-il, mon côté terre à terre qui, selon lui, le ramenait à l'essentiel. Il prétendait que je lui apportais un équilibre, une bouffée d'air pur dans un monde trop superficiel. Je l'ai cru. Naïvement. J'ai cru que j'avais enfin trouvé quelqu'un qui m'aimait pour qui j'étais, une jeune femme travailleuse, sans artifice, loin de toute cette histoire Mercier que je voulais oublier. Pendant 5 ans, j'ai tout misé sur lui. J'ai travaillé sans relâche pour économiser, pour l'aider à monter sa petite entreprise de conseil financier. J'ai refusé des promotions, des opportunités d'avancement, juste pour être là pour lui, pour le soutenir dans ses ambitions. Je lui préparais des dîners quand il rentrait tard, je restais éveillé avec lui pendant ses nuits blanches, je le tenais quand ses affaires semblaient s'effondrer. Petit à petit, sans même que je m'en rende compte, mon monde s'est réorganisé autour de lui, de ses rêves, de ses objectifs. Les miens sont passés au second plan, puis au troisième, avant de disparaître presque complètement. Les petits signaux, les murmures d'une dissonance grandissante, je les ai ignorés, ou plutôt, je n'ai pas voulu les entendre. Il y avait ces remarques, parfois, sur mon manque d'ambition, sur ma prudence excessive face aux risques qu'il prenait. Il y avait son regard qui s'attardait un peu trop souvent sur les femmes élégantes et mondaines lors de nos rares sorties dans son nouveau monde. J'essayais de m'adapter, d'apprendre les codes, de me fondre dans le décor, mais au fond de moi, je savais que je n'étais pas à ma place. Je pensais que l'amour suffirait à combler ce fossé, à faire de nos deux mondes un seul. Je me suis lourdement trompé. Notre mariage s'est déroulé dans une église discrète, avec seulement quelques amis proches. J'y avais cru, sincèrement, à ce bonheur simple et authentique. Pourtant, au fil des mois, des années, l'écart entre nous s'est creusé, insidieusement, comme une faille invisible dans le sol. Je continuais à travailler, à ramener mon modeste salaire, à gérer notre appartement. Je le soutenais en silence, organisant sa vie pour qu'il puisse se consacrer pleinement à son ascension sociale et professionnelle. Pendant ce temps, Guillaume s'enfonçait toujours plus profondément dans les cercles de la haute société parisienne. Il passait ses soirées au cercle de l'élite parisienne, ce club privé où les affaires se concluaient entre hommes influents, où l'argent et le pouvoir régnaient en maître. Je l'attendais,
souvent seul, dans notre grand appartement du 16e arrondissement qui, sans lui, me semblait vide. Je me suis senti de plus en plus invisible, une présence fantomatique dans sa vie. Ses compliments, s'ils venaient, étaient désormais des commentaires sur mon apparence pour une soirée mondaine, comme si j'étais un accessoire. J'ai commencé à percevoir son mépris grandissant pour ma simplicité, pour mon refus de m'investir dans ce monde de paillettes et de faux-semblants. Je n'étais plus son amour, mais sa partenaire nécessaire, celle qui assurait le quotidien, la stabilité, pendant qu'il brillait ailleurs. La solitude est devenue ma compagne fidèle. Je me posais des questions, parfois, dans le silence de la nuit, sur ce qui s'était passé, sur l'homme que j'avais épousé. Avais-je rêvé cet amour? Avait-il toujours été ainsi, ou était-ce moi qui avais changé? Je me répétais qu'il fallait être patiente, que c'était une phase, que l'amour reviendrait. Puis, une ombre a commencé à planer sur notre vie. Sophie Bertrand, cette femme élégante, ambitieuse, avec son sourire toujours parfait et son allure sophistiquée, apparaissait de plus en plus souvent au bras de Guillaume lors des événements qu'il me demandait d'éviter. J'ai commencé à trouver des indices discrets, une légère odeur de parfum que je ne portais pas sur une de ses chemises, un message effacé trop rapidement de son téléphone, des absences inexpliquées qui duraient toute la nuit. J'ai tenté une dernière fois de recoller les morceaux, d'allumer une étincelle. J'ai préparé un dîner romantique, des bougies sur la table, comme au début. Il est rentré tard, fatigué, agacé. La soirée a vite tourné à l'aigre, ses mots cinglants perçant ma carapace. Il m'a reproché de le freiner, de ne pas être à la hauteur, que mon monde ne correspondait pas au sien, que je l'empêchais d'atteindre le sommet. C'était la fin, même si mon cœur refusait de l'admettre. La tempête de neige s'était abattue sur Paris, engloutissant la ville sous un linceul blanc, le soir où Guillaume a fait le geste le plus cruel de sa vie. Avec une main agrippant mon poignet et l'autre ouvrant les lourdes portes vitrées de notre pentouse du 16e arrondissement, il m'a traîné sur le sol de marbre, comme si je n'étais rien de plus qu'une tache sur sa vie parfaite. Mon souffle tremblait dans l'air glacial, mon manteau fin ne protégeant en rien du vent cinglant qui hurlait à l'extérieur. Il a sifflé son ordre, sa voix aussi tranchante et polie que le monde qu'il vénérait. Il a dit que j'étais fini ici, Evelyne, que je devais partir avec ce que j'avais, avec rien. Il m'a tendu un sac en papier déchiré. À l'intérieur, mon téléphone fissuré, 2 chemises et ma bague de mariage, jetés là comme une vulgaire babiole. Derrière lui se tenait Sophie Bertrand, la femme qui me remplaçait, vêtue de ce manteau blanc que j'avais tant envié. Guillaume a ajouté que je l'avais retenu, que c'était fini de prétendre que j'appartenais à ce monde. La porte a claqué, me laissant seul sur le trottoir, la neige fouettant mon visage, mon mascara coulant en larmes glacées. Les taxis éclaboussaient mes jambes d'eau sale tandis que je trébuchais vers le trottoir, serrant le sac en papier comme une bouée de sauvetage. Mon téléphone a vibré une dernière fois avant de s'éteindre, un message vocal de l'hôpital que je n'ai jamais pu écouter. Mon corps tremblait plus de choc que de froid. Je ne savais pas où aller, ni même si je pouvais faire un pas de plus. J'étais arrivé au bout du chemin. Mais la ville n'en avait pas encore fini avec moi. Des phares ont percé la tempête, ralentissant à mon approche. Une Mercedes S-Classe noire a glissé jusqu'à s'arrêter. La vitre arrière s'est abaissée lentement, révélant un visage dans l'ombre et une voix masculine, calme, assurée, et incroyablement familière. Elle a prononcé mon nom complet, chaque syllabe résonnant dans le fracas du vent et de la neige. Evelyne Mercier. Je vous cherchais depuis longtemps. Cet homme, que je n'avais pas revu depuis des décennies, était Julien Delacroix, l'ami d'enfance de ma mère. Il était là, au milieu du chaos, me tendant une main venue d'un passé que j'avais tenté d'enterrer, d'un monde que je pensais avoir laissé derrière moi pour toujours. Le doux ronronnement du moteur de la Mercedes S-Classe contrastait étrangement avec le chaos que je venais de laisser derrière moi. Assise rigidement sur le siège arrière, le corps encore secoué par le froid et le choc, j'observais les lumières floues de Paris défiler. Julien Delacroix, assis en face, me regardait avec une expression indéchiffrable, son visage fin souligné par l'éclat des réverbères. Sa voix, grave et mesurée, a brisé le silence.
Évelyne, a-t-il dit doucement, cela fait bien longtemps. Votre mère m'a confié quelque chose avant de partir. Mon souffle s'est coupé. Des fragments de mon enfance, une image floue de moi courant dans les jardins d'un domaine immense, riant avec un garçon dont le nom s'était effacé, ont traversé mon esprit. Je vous connais, ai-je murmuré, ma voix à peine audible. Il s'est penché, l'ombre dessinant des angles sur son visage. Je m'appelle Julien Delacroix. Il est temps que vous connaissiez la vérité sur qui vous êtes réellement, Évelyne. Et sur ce que votre mari vient de jeter aux orties. La voiture a glissé à travers la ville comme une ombre, nous emmenant vers l'est, dans un quartier où le temps semblait suspendu. Des hôtels particuliers bordaient les rues, leurs portes cochères en fer forgé gardant jalousement leurs secrets. Julien a tourné la tête vers moi. Vous vous souvenez de cette partie de Paris, Évelyne ? Mon cœur s'est serré. Je me souvenais de ma mère, de sa petite maison de ville ici, un morceau caché de son ancienne vie avant qu'elle ne disparaisse de la haute société. Je n'y suis pas venu depuis que j'étais enfant, ai-je chuchoté. La voiture s'est arrêtée devant un hôtel particulier qui, d'une certaine manière, semblait à la fois modeste et magnifique. Une douce lumière filtrait à travers les fenêtres. Les marches en pierre étaient recouvertes de neige immaculée. J'ai regardé, fixement. Je me souvenais de cet endroit, de l'escalier que je dévalais enfant, du banc en bois où ma mère me lisait des histoires. J'avais tout oublié, tout enfoui, tout verrouillé. Julien est sorti le premier et a ouvert ma portière. Entrez, Évelyne. Quelqu'un vous attend. Mes chaussures se sont enfoncées dans la neige fraîche. Le froid a de nouveau mordu ma peau, mais cette fois, je n'ai pas tressailli. Quelque chose de plus fort que la peur me poussait en avant, la mémoire, la perte, un désir lancinant de comprendre. La porte de l'hôtel particulier s'est ouverte. L'entrée brillait d'une lumière ambrée et chaude. Le parfum du cèdre et des épices d'hiver flottait dans l'air. J'ai figé quand j'ai vu l'homme debout sous le lustre. Des cheveux argentés, un costume taillé sur mesure, une présence qui emplissait la pièce d'une autorité tranquille. C'était Marc Vaillant, l'ancien juge que ma mère mentionnait parfois. Il a dit d'une voix basse et ferme, « Bonjour, Évelyne. Il est temps de parler de votre héritage. » Mon souffle a disparu. Julien a posé une main douce sur mon épaule. « Il sait tout, Évelyne. Il sait ce que Guillaume a fait. » L'homme plus âgé s'est rapproché, ses yeux vifs chargés de vérités inexprimées. « Et il sait ce qui vous attend. » Marc Vaillant m'a invité dans un bureau boisé, rempli de livres anciens et d'une douce chaleur de cheminée. Il a commencé à parler, sa voix posée, expliquant que la Fondation Mercier n'était pas seulement une œuvre de bienfaisance comme je l'avais toujours vaguement imaginé. C'était un pilier de la société française, une institution dont l'influence s'étendait bien au-delà de la philanthropie, touchant au domaine financier, politique et même culturel. Il a révélé que j'étais la seule héritière restante de cette entité, que ma mère, Cécile Mercier, avait toujours été la figure centrale de cet empire, et qu'à son décès, toute la fortune, estimée à près d'un demi-milliard d'euros, m'était revenue de droit. Mon esprit refusait d'assimiler ces chiffres, cette réalité. Moi, Évelyne, qui avait compté chaque centime, qui avait cru avoir été jetée sans rien, j'étais l'héritière d'une telle richesse. C'était absurde. Ma mère avait vécu si simplement, nous avions tout juste de quoi vivre en Normandie. Non, ai-je murmuré, les larmes me montant aux yeux, ma mère est partie sans rien. Nous vivions dans une petite maison. Elle a tout abandonné. Marc Vaillant a secoué la tête, son regard empreint d'une tristesse profonde. Elle a abandonné les personnes, Évelyne. Pas les biens. Elle a abandonné un monde qui l'étouffait, non sans en avoir sécurisé les fondations pour votre avenir. Julien s'est assis à mes côtés, sa présence réconfortante dans ce tourbillon de révélations. Il m'a expliqué que ma mère n'avait pas simplement cherché à m'offrir une vie libre de la haute société par simple idéalisme. Il y avait des raisons plus sombres, des activités troubles au sein même de la Fondation Mercier qu'elle avait découvertes. Des fraudes financières, des manipulations politiques,
des pressions exercées sur des individus pour protéger l'image de la famille. Ma mère, avec son intégrité inébranlable, avait refusé d'y participer. Elle est partie pour vous protéger, Evelyne, a dit Julien, sa voix douce mais ferme. Elle a compris que la meilleure façon de vous préserver de cette corruption, de ces compromis, était de vous tenir à l'écart, loin du non-mercier, loin de ces dangers. Cette nouvelle a frappé mon cœur avec la force d'un coup de poing. Ma mère, cette femme douce et fragile en apparence, était une lanceuse d'alerte, une résistante, et elle avait porté ce fardeau seule, toute sa vie, sans jamais me laisser entrevoir l'ampleur de son sacrifice. Mon enfance idyllique en Normandie n'était pas une simple préférence de vie, mais un refuge, une évasion calculée. L'image de ma mère, telle que je l'avais toujours connue, s'est transformée, révélant une femme d'une force et d'un courage insoupçonnés. Mon incrédulité s'est lentement muée en une indignation froide, puis en une soif ardente de comprendre, de connaître chaque détail de cette vérité longtemps ensevelie. Qui étaient ces gens? Que avaient-ils fait? Et pourquoi, 20 ans après, tout cela revenait-il me hanter? Mon passé d'ordinaire était une façade, derrière laquelle se cachait une histoire bien plus grande, bien plus dangereuse. Mon nom de famille, Mercier, n'était pas seulement un héritage, c'était un secret. Mon retour à cette salle d'audience n'avait plus rien à voir avec la femme brisée et silencieuse de la veille. Quelque chose en moi s'était réveillé, un feu discret mais tenace, alimenté par les vérités que Julien et Marc Vaillant m'avaient dévoilées. Je portais une robe simple, d'une couleur neutre, loin de tout faste, mais mon port de tête était différent, plus droit. Mes yeux ne cherchaient plus à se cacher. J'ai avancé, lentement, sentant les regards se poser sur moi, mais... cette fois-ci, il ne me brûlait plus. Guillaume m'a vu. J'ai vu son expression vaciller, un mélange de surprise et d'agacement traverser son visage avant qu'il ne tente de la masquer derrière un sourire forcé. Sophie, à ses côtés, a simplement levé un sourcil, son air de supériorité légèrement ébranlé. Je me suis assise, un calme étrange m'enveloppant, prête à écouter, à observer, et pour la première fois, à être vraiment présente. L'audience a repris. Mon nouvel avocat, Maître Dubois, un homme d'une cinquantaine d'années, au regard vif et à la parole mesurée, choisi par Marc Vaillant, s'est levé. Sa voix, claire et ferme, a commencé à démonter point par point les allégations de Guillaume. Il ne s'est pas contenté de défendre mon honneur, il a attaqué. Il a présenté des preuves irréfutables de la manipulation financière de Guillaume, de ses manœuvres pour m'isoler, des tactiques qu'il avait utilisées pour dissimuler ses propres fraudes en me présentant comme une charge pour le foyer. Il a détaillé comment Guillaume avait orchestré cette ordonnance de non-conciliation pour m'expulser de l'appartement ce soir de tempête, non par nécessité légale, mais par pure cruauté et pour masquer des transactions douteuses. Chaque mot de Maître Dubois était une flèche, atteignant Guillaume de plein fouet. J'ai vu les couleurs quitter le visage de Guillaume. Son assurance s'est fissurée, son front s'est plissé, ses mains, habituellement si contrôlées, se sont agitées. Sophie, à ses côtés, a commencé à montrer des signes d'inconfort, ses regards glissant de Guillaume à mon avocat, puis vers moi, avec une pointe d'inquiétude. La salle d'audience, d'abord résignée, retenait maintenant son souffle, sentant que quelque chose d'important était en train de se jouer. Le visage de Guillaume était devenu blanc comme un linge. Il a tenté de protester, de s'agiter, de crier à la calomnie, mais Maître Dubois, d'une phrase cinglante, a rappelé la gravité des accusations. Guillaume s'est alors levé, bafouillant, les yeux injectés de sang. Il n'était plus l'homme poli et calculé, mais un être acculé, désespéré. Sa voix a trahi un mélange de rage et de panique. Il a accusé Maître Dubois de manipulation, moi d'être une menteuse, de l'avoir toujours dupé. Et puis, dans un accès de fureur incontrôlable, alors que tous les regards étaient braqués sur lui, il a craché des mots qui ont glacé le sang de toute la salle. Sa voix, rauque et brisée, a résonné, portant une vérité insoutenable. Il a dit que ma mère, Cécile Mercier, n'était pas morte de maladie comme je le croyais, comme tout le monde le pensait. Il a crié que ce n'était pas une mort naturelle. Il a dit que ma mère avait été tuée. Tuée parce qu'elle en savait trop.
Un silence assourdissant s'est abattu sur la salle. Un silence lourd, pesant, comme si l'air lui-même avait été aspiré. Mon cœur s'est emballé, chaque battement résonnant dans mes oreilles. La révélation de Guillaume m'a frappé de plein fouet, anéantissant ma certitude sur le passé. Mes mains ont tremblé. La rage et l'horreur se sont mêlées à une peur primaire, glaciale. Ma mère. Tuée. Ces mots, prononcés par l'homme qui m'avait trahi, ont fait vaciller mon monde une troisième fois, le plongeant dans une nouvelle obscurité. Mon regard s'est croisé avec celui de Marc Vaillant, puis de Julien, assis quelques rangs derrière moi. Leur visage, grave, me confirmait sans un mot l'indicible. C'était donc vrai. Un instant plus tard, la porte de la salle d'audience s'est ouverte avec fracas, attirant tous les regards. Un homme grand, au port militaire, en costume sombre, est entré, suivi de 2 agents. Il a marché d'un pas assuré vers la barre, son insigne bien visible. C'était le capitaine Antoine Caron, de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la DGSI. Son arrivée a transformé cette audience de divorce en quelque chose de bien plus grand, de bien plus menaçant. La quête de vérité que j'avais inconsciemment commencé venait de prendre une dimension que je n'aurais jamais pu imaginer. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Mon chemin était tracé. Si vous êtes encore là, s'il vous plaît, laissez le chiffre 1 en commentaire, pour que je sache que j'ai des compagnons de route sur ce chemin. Votre présence est ma plus grande source d'encouragement pour que je puisse vous raconter la suite, la toute dernière partie de cette histoire. Le fracas des révélations de Guillaume résonnait encore dans l'air, me laissant à la fois sous le choc et traversé par une colère glaciale. C'est à cet instant précis que le capitaine Antoine Caron, de la DGSI, a pris la parole. Sa voix était calme, posée, mais ses mots portaient le poids d'une autorité incontestable. Il a confirmé que j'étais désormais une témoin protégée, dans le cadre d'une vaste enquête, une affaire qui allait bien au-delà d'un simple divorce. Les documents de ma mère, ses découvertes sur les fraudes financières, les manipulations politiques et les manœuvres illégales au sein de la Fondation Mercier, étaient au cœur de cette investigation. J'ai compris l'ampleur du danger qu'avait bravé ma mère, la raison de son exil, de son silence. Ce n'était pas un simple différend familial, mais un réseau complexe, tentaculaire, qui avait des ramifications profondes et dangereuses. Ma mère avait été une lanceuse d'alerte, une femme d'une bravoure que je n'avais jamais soupçonnée, et son combat était désormais le mien. Caron a souligné l'urgence de la situation, expliquant que Guillaume, dans sa panique, avait involontairement alerté les personnes qu'il ne fallait pas, celles qui avaient intérêt à ce que la vérité de ma mère reste enfouie. Mon importance n'était pas ma richesse, mais les informations que je représentais. Il fallait me mettre en sécurité immédiatement. Le danger était réel, imminent. Sous la protection discrète des agents de la DGSI, Julien, Marc Vaillant et moi avons été conduits au Bristol, un hôtel somptueux de Paris, qui devait servir de point de ralliement sécurisé avant mon transfert. L'atmosphère y était celle d'un luxe feutré, un balai incessant de personnel attentif et de clients aisés, mais pour moi, chaque recoin semblait cacher une menace. Les couloirs étaient longs, les salons vastes, et je sentais une tension palpable, bien au-delà de l'agitation habituelle d'un grand hôtel. Soudain, les lumières ont vacillé, une coupure brève mais suffisante pour créer un murmure d'inquiétude parmi les clients. Une annonce laconique a informé d'un problème technique et des travaux de maintenance imprévus bloquant certains accès. Mais mon instinct, affûté par les récentes révélations, savait que ce n'était pas un simple incident. C'était une manœuvre. Les assaillants, des professionnels, agissaient avec une discrétion effrayante, utilisant le chaos pour nous cerner. Nous avons été guidés par Caron vers des escaliers de service, des passages dérobés, à travers les entrailles de l'hôtel, vers un point d'extraction sur le toit. Le vent glacial du toit a fouetté mon visage tandis que nous émergions sur la surface enneigée. Le ciel était sombre, parsemé d'étoiles froides. Au loin, le bourdonnement d'un hélicoptère s'est fait entendre, se rapprochant rapidement. Ce n'était pas un appareil militaire, mais un hélicoptère civil élégant, qui a atterri en douceur à quelques dizaines de mètres de nous. La porte s'est ouverte et un homme aux cheveux grisonnants,
le visage marqué par le temps mais aux yeux incroyablement familiers, a sauté. C'était Jean-Luc, un ami de ma mère, un ancien pilote qui lui avait jadis promis de veiller sur moi. Il a échangé un regard rapide et grave avec Julien et Marc, puis s'est tourné vers moi, son visage exprimant à la fois la tendresse et la détermination. Il a dit que ma mère lui avait toujours fait confiance, qu'elle savait que ce jour viendrait, que j'aurais besoin d'aide. À peine quelques instants plus tard, des ombres ont surgi des accès de service, des hommes en tenue sombre, agissant avec une précision chirurgicale, sans un mot. La confrontation était inévitable, un jeu silencieux mais mortel. Jean-Luc, d'un coup de tête, m'a fait signe de monter dans l'hélicoptère, tandis que Caron, Julien et Marc se positionnaient pour couvrir notre fuite. Mais les assaillants étaient trop nombreux, trop organisés. Jean-Luc, réalisant l'impasse, a pris une décision radicale. Il a tiré une petite clé USB de sa poche, un objet noir, discret. Ceci, Evelyne, a-t-il dit, sa voix résonnant à travers le bruit du vent et le moteur de l'hélicoptère, c'est la pièce manquante. Votre mère l'a cachée. Elle a dit que vous sauriez quoi en faire. Il me l'a lancé, juste au moment où un tir a claqué, perçant la carlingue de l'hélicoptère. Jean-Luc a hurlé, son corps s'est affaissé. L'appareil a vacillé, puis a commencé à piquer du nez, une traînée de fumée s'échappant de son flanc. Et il a tenu sa promesse, Evelyne, a crié Julien, me tirant en arrière alors que l'hélicoptère s'écrasait dans un amas de flammes et de débris au bord du toit. La douleur de sa perte a déchiré mon cœur, mais entre mes doigts, je serrais la clé USB, la dernière preuve, le dernier espoir de ma mère. Les assaillants se sont rapprochés. Mes yeux se sont posés sur le petit objet, puis sur Marc Vaillant, qui me regardait avec une gravité calme. Sans un mot, il a fait un signe imperceptible. Dans un élan de rage et de détermination, je l'ai saisi fermement, puis, d'une torsion brusque, je l'ai brisé en deux. Le leader des assaillants a hurlé de fureur. C'était un acte symbolique, puissant. Marc Vaillant, voyant ma détresse, a alors murmuré, sa voix basse mais claire, vous n'avez pas détruit la vérité, Evelyne. Votre mère avait prévu cela. Nous en avons des duplicata. Les vrais dossiers sont déjà en sécurité, entre les mains des autorités. Un soupir de soulagement m'a traversé, mêlé à une nouvelle force, celle de la colère juste. Le toit de l'hôtel était maintenant baigné par la lumière tremblante des gyrophares et le crépitement des flammes, mais pour moi, le tumulte extérieur s'estompa peu à peu pour laisser place à un calme intérieur. Les agents de la DGSI, menés par le capitaine Caron, ont maîtrisé les derniers assaillants. De nouveaux renforts, cette fois-ci des équipes de sécurité de la Fondation Mercier, sont arrivés avec une efficacité silencieuse, rappelant la puissance discrète de l'institution. J'étais là, debout au milieu du chaos, la clé USB brisée dans ma main, le souvenir de Jean-Luc et de ma mère brûlant dans mon cœur. Marc Vaillant s'est approché, son visage grave, mais un léger sourire de fierté a effleuré ses lèvres. Vous n'avez pas détruit la vérité, Evelyne, a-t-il répété, sa voix apaisante. Votre mère était une femme prévoyante. Nous avions déjà des duplicata. Les véritables dossiers sont en lieu sûr, entre les mains des autorités. Un immense poids s'est détaché de moi. Ce n'était pas une vengeance personnelle que j'avais cherchée, mais la justice, la lumière sur des ombres que ma mère avait combattues. Et cette justice était en marche. Quelques heures plus tard, dans le calme relatif d'un bureau sécurisé de la DGSI, le capitaine Caron a détaillé les charges retenues contre Guillaume Dubois. Sa voix était factuelle, dénuée de toute émotion. Guillaume serait inculpé pour de multiples chefs d'accusation, fraude financière, entrave à la justice, manipulation de preuves, et son implication potentielle dans les activités illégales mises au jour par ma mère. Sa chute serait complète, publique et irréversible. J'ai écouté, le cœur étrangement calme. Il n'y avait pas de joie maligne en moi, pas de sentiment de triomphe. Juste une forme de soulagement froid, la confirmation que la vérité, même lente, finit par éclater. Caron a également assuré que le réseau qui avait menacé ma mère et tenté de m'enlever serait démantelé, pièce par pièce. Le travail de ma mère, son sacrifice,
n'aurait pas été vain. La Fondation Mercier, sous la direction de Marquet avec l'aide précieuse de Julien, allait être réformée, son intégrité restaurée. Son histoire ne mourrait pas dans l'ombre. C'est ainsi que ma vie a pris un nouveau tournant, non pas celui d'une femme cherchant la vengeance, mais celui d'une femme cherchant la compréhension et la paix. J'ai commencé à m'impliquer activement dans la Fondation Mercier, non pas pour le pouvoir ou la richesse, mais pour orienter ses objectifs vers une transparence et une éthique irréprochables, pour honorer la mémoire de ma mère. Julien, avec sa loyauté inébranlable et sa connaissance approfondie des dossiers, a été mon guide, mon soutien constant. Nous avons travaillé ensemble, des heures durant, à déchiffrer les écrits de ma mère, à comprendre l'ampleur de sa lutte. J'ai appris que ma mère avait laissé derrière elle bien plus que des documents, elle avait laissé une philosophie, un désir ardent de justice et de bienveillance. Je n'ai jamais cherché à publiciser la chute de Guillaume, ni à le dénigrer davantage. Il n'en valait pas la peine. Mon silence était ma force, ma dignité ma meilleure défense. Je n'avais pas besoin de prouver ma valeur en l'écrasant. La justice ferait son œuvre, et cela me suffisait. Je me suis retiré du monde qui avait failli me détruire, mais cette fois-ci, ce n'était pas une fuite, c'était un choix délibéré, un acte de souveraineté. Je n'étais plus la femme qui se recroquevillait, cherchant à se faire petite pour survivre. J'étais Évelyne Mercier, et ce nom, autrefois un fardeau, était devenu un héritage de courage et d'intégrité. Je passais mes journées à restructurer la fondation, à rencontrer des gens passionnés par la justice sociale et l'éthique, des personnes qui croyaient en un monde meilleur. Les soirs, je retrouvais la quiétude de l'hôtel particulier, ce lieu autrefois oublié, maintenant empreint de la présence réconfortante de ma mère. J'y sentais sa force, son inspiration. La rancœur n'avait pas sa place en moi. La vengeance aurait été une prison. La liberté, c'est de choisir la voie de la dignité, même quand le cœur est lourd. C'était la leçon la plus précieuse que ma mère m'ait jamais enseignée, et c'est celle que j'embrassais désormais pleinement. Le soleil se levait lentement sur les toits de Paris, peignant le ciel de nuances douces d'or et de rose. Debout sur cette terrasse, le vent frais caressant mon visage, je n'étais plus la femme apeurée, ni celle qui avait été bafouée. Mon cœur, autrefois lourd de chagrin et de rancœur, ressentait maintenant une paix profonde, une liberté nouvelle que je n'aurais jamais cru possible. Ce n'était pas l'Évelyne de Guillaume Dubois qui se tenait là, ni même l'Évelyne du faste hérité des Mercier. J'étais Évelyne, simplement Évelyne, forgée par les épreuves, éclairée par la vérité, et enfin maîtresse de mon propre destin. Le chemin avait été long, semé d'embûches, de trahisons, de découvertes douloureuses, mais il m'avait mené ici, à cet instant de sérénité, à la compréhension profonde de ce qui importe réellement dans une vie. Le destin de Guillaume, sa chute abrupte, n'était pas le fruit d'un manque d'argent ou de pouvoir, il en avait à revendre, une fortune qu'il avait amassée avec une avidité insatiable. Non, sa défaite est née de son arrogance, de son incapacité à voir au-delà des apparences et des titres, à juger une personne par son rôle social, sa richesse apparente ou son silence, plutôt que par son essence, son intégrité. Il a méprisé l'âme discrète qui partageait sa vie, cette femme qu'il avait crue faible et malléable, et cette méprise fut le poison lent qui détruisit tout ce qu'il prétendait construire. Son édifice, bâti sur le sable de l'apparat et du mensonge, s'est effondré non pas sous la force d'un ennemi extérieur, mais sous le poids de sa propre superficialité. L'illusion d'une vie parfaite s'est dissipée, ne laissant derrière elle que la vacuité de son ambition démesurée. La racine profonde de sa trahison et de sa cruauté ne résidait pas dans une quelconque faiblesse de ma part. Elle puisait sa source dans l'insécurité chronique et l'ego fragile de Guillaume. Il avait un besoin viscéral d'être l'unique centre de mon monde, de se sentir indispensable, le maître de ma destinée, celui qui me sauvait ou me façonnait pour s'intégrer à son univers. Il avait besoin que je le besoigne pour cimenter sa propre valeur. Confronté à une femme silencieuse, oui, mais profondément autonome, et d'une force tranquille, une femme qui ne cherchait pas à briller par sa lumière mais par sa vérité, son monde intérieur s'est effondré. Il ne pouvait tolérer une lumière qui n'émanait pas de lui, une force qu'il ne pouvait contrôler, une indépendance qu'il ne pouvait comprendre. Mon silence n'était pas une faiblesse,
mais une forme de dignité qu'il avait interprétée comme de la soumission. Pourtant, la véritable victoire, la mienne, ne résidait ni dans la vengeance éclatante ni dans l'humiliation publique de Guillaume. Elle fut dans la préservation intacte de ma dignité. J'ai choisi de partir, sans explication superflue à ceux qui ne voulaient pas entendre, sans amertume envers un passé que je ne pouvais changer. J'ai choisi de rester fidèle à mes propres valeurs, celles que ma mère m'avait enseignées dans notre petite maison de Normandie. Ma force n'était pas de riposter coup pour coup, mais de comprendre la vérité, d'accepter mon héritage et de me retirer de ce jeu de pouvoir, libre de tout ressentiment. Ma victoire était une liberté intérieure, une sérénité retrouvée qui transcendait toute richesse ou tout pouvoir, une affirmation silencieuse de mon être. Parfois, la plus grande des victoires est de choisir la paix plutôt que la guerre. Ce n'est pas ce que l'on perd qui nous définit, mais ce que l'on choisit de devenir. Et vous, chers amis, après ce voyage, quelle vérité profonde emporterez-vous de l'histoire d'Evelyne ? Le soleil se levait lentement sur les toits de Paris, peignant le ciel de nuances douces d'or et de rose. Debout sur cette terrasse, le vent frais caressant mon visage, je n'étais plus la femme apeurée, ni celle qui avait été bafouée. Mon cœur, autrefois lourd de chagrin et de rancœur, ressentait maintenant une paix profonde, une liberté nouvelle que je n'aurais jamais cru possible. Ce n'était pas l'Evelyne de Guillaume Dubois qui se tenait là, ni même l'Evelyne du faste hérité des Mercier. J'étais Evelyne, simplement Evelyne, forgée par les épreuves, éclairée par la vérité, et enfin maîtresse de mon propre destin. Le chemin avait été long, semé d'embûches, de trahisons, de découvertes douloureuses, mais il m'avait mené ici, à cet instant de sérénité, à la compréhension profonde de ce qui importe réellement dans une vie. Le destin de Guillaume, sa chute abrupte, n'était pas le fruit d'un manque d'argent ou de pouvoir, il en avait à revendre, une fortune qu'il avait amassée avec une avidité insatiable. Non, sa défaite est née de son arrogance, de son incapacité à voir au-delà des apparences et des titres, à juger une personne par son rôle social, sa richesse apparente ou son silence, plutôt que par son essence, son intégrité. Il a méprisé l'âme discrète qui partageait sa vie, cette femme qu'il avait crue faible et malléable, et cette méprise fut le poison lent qui détruisit tout ce qu'il prétendait construire. Son édifice, bâti sur le sable de l'apparat et du mensonge, s'est effondré non pas sous la force d'un ennemi extérieur, mais sous le poids de sa propre superficialité. L'illusion d'une vie parfaite s'est dissipée, ne laissant derrière elle que la vacuité de son ambition démesurée. La racine profonde de sa trahison et de sa cruauté ne résidait pas dans une quelconque faiblesse de ma part. Elle puisait sa source dans l'insécurité chronique et l'ego fragile de Guillaume. Il avait un besoin viscéral d'être l'unique centre de mon monde, de se sentir indispensable, le maître de ma destinée, celui qui me sauvait ou me façonnait pour s'intégrer à son univers. Il avait besoin que je le besoigne pour cimenter sa propre valeur. Confronté à une femme silencieuse, oui, mais profondément autonome, et d'une force tranquille, une femme qui ne cherchait pas à briller par sa lumière mais par sa vérité, son monde intérieur s'est effondré. Il ne pouvait tolérer une lumière qui n'émanait pas de lui, une force qu'il ne pouvait contrôler, une indépendance qu'il ne pouvait comprendre. Mon silence n'était pas une faiblesse, mais une forme de dignité qu'il avait interprétée comme de la soumission. Pourtant, la véritable victoire, la mienne, ne résidait ni dans la vengeance éclatante ni dans l'humiliation publique de Guillaume. Elle fut dans la préservation intacte de ma dignité. J'ai choisi de partir, sans explication superflue à ceux qui ne voulaient pas entendre, sans amertume envers un passé que je ne pouvais changer. J'ai choisi de rester fidèle à mes propres valeurs, celles que ma mère m'avait enseignées dans notre petite maison de Normandie. Ma force n'était pas de riposter coup pour coup, mais de comprendre la vérité, d'accepter mon héritage et de me retirer de ce jeu de pouvoir, libre de tout ressentiment. Ma victoire était une liberté intérieure, une sérénité retrouvée qui transcendait toute richesse ou tout pouvoir, une affirmation silencieuse de mon être. Parfois, la plus grande des victoires est de choisir la paix plutôt que la guerre. Ce n'est pas ce que l'on perd qui nous définit, mais ce que l'on choisit de devenir. Et vous, chers amis, après ce voyage, quelle vérité profonde emporterez-vous de l'histoire d'Evelyne ? Le soleil se levait lentement sur les toits de Paris,
peignant le ciel de nuances douces d'or et de rose. Debout sur cette terrasse, le vent frais caressant mon visage, je n'étais plus la femme apeurée, ni celle qui avait été bafouée. Mon cœur, autrefois lourd de chagrin et de rancœur, ressentait maintenant une paix profonde, une liberté nouvelle que je n'aurais jamais cru possible. Ce n'était pas l'Éveline de Guillaume Dubois qui se tenait là, ni même l'Éveline du faste hérité des Mercier. J'étais Évelyne, simplement Évelyne, forgée par les épreuves, éclairée par la vérité, et enfin maîtresse de mon propre destin. Le chemin avait été long, semé d'embûches, de trahisons, de découvertes douloureuses, mais il m'avait mené ici, à cet instant de sérénité, à la compréhension profonde de ce qui importe réellement dans une vie. Le destin de Guillaume, sa chute abrupte, n'était pas le fruit d'un manque d'argent ou de pouvoir, il en avait à revendre, une fortune qu'il avait amassée avec une avidité insatiable. Non, sa défaite est née de son arrogance, de son incapacité à voir au-delà des apparences et des titres, à juger une personne par son rôle social, sa richesse apparente ou son silence, plutôt que par son essence, son intégrité. Il a méprisé l'âme discrète qui partageait sa vie, cette femme qu'il avait crue faible et malléable, et cette méprise fut le poison lent qui détruisit tout ce qu'il prétendait construire. Son édifice, bâti sur le sable de l'apparat et du mensonge, s'est effondré non pas sous la force d'un ennemi extérieur, mais sous le poids de sa propre superficialité. L'illusion d'une vie parfaite s'est dissipée, ne laissant derrière elle que la vacuité de son ambition démesurée. La racine profonde de sa trahison et de sa cruauté ne résidait pas dans une quelconque faiblesse de ma part. Elle puisait sa source dans l'insécurité chronique et l'ego fragile de Guillaume. Il avait un besoin viscéral d'être l'unique centre de mon monde, de se sentir indispensable, le maître de ma destinée, celui qui me sauvait ou me façonnait pour s'intégrer à son univers. Il avait besoin que je le besoigne pour cimenter sa propre valeur. Confronté à une femme silencieuse, oui, mais profondément autonome, et d'une force tranquille, une femme qui ne cherchait pas à briller par sa lumière mais par sa vérité, son monde intérieur s'est effondré. Il ne pouvait tolérer une lumière qui n'émanait pas de lui, une force qu'il ne pouvait contrôler, une indépendance qu'il ne pouvait comprendre. Mon silence n'était pas une faiblesse, mais une forme de dignité qu'il avait interprétée comme de la soumission. Pourtant, la véritable victoire, la mienne, ne résidait ni dans la vengeance éclatante ni dans l'humiliation publique de Guillaume. Elle fut dans la préservation intacte de ma dignité. J'ai choisi de partir, sans explication superflue à ceux qui ne voulaient pas entendre, sans amertume envers un passé que je ne pouvais changer. J'ai choisi de rester fidèle à mes propres valeurs, celles que ma mère m'avait enseignées dans notre petite maison de Normandie. Ma force n'était pas de riposter coup pour coup, mais de comprendre la vérité, d'accepter mon héritage et de me retirer de ce jeu de pouvoir, libre de tout ressentiment. Ma victoire était une liberté intérieure, une sérénité retrouvée qui transcendait toute richesse ou tout pouvoir, une affirmation silencieuse de mon être. Parfois, la plus grande des victoires est de choisir la paix plutôt que la guerre. Ce n'est pas ce que l'on perd qui nous définit, mais ce que l'on choisit de devenir. Et vous, chers amis, après ce voyage, quelle vérité profonde emporterez-vous de l'histoire d'Éveline ? Le soleil se levait lentement sur les toits de Paris, peignant le ciel de nuances douces d'or et de rose. Debout sur cette terrasse, le vent frais caressant mon visage, je n'étais plus la femme apeurée, ni celle qui avait été bafouée. Mon cœur, autrefois lourd de chagrin et de rancœur, ressentait maintenant une paix profonde, une liberté nouvelle que je n'aurais jamais cru possible. Ce n'était pas l'Éveline de Guillaume Dubois qui se tenait là, ni même l'Éveline du faste hérité des Mercier. J'étais Évelyne, simplement Évelyne, forgée par les épreuves, éclairée par la vérité, et enfin maîtresse de mon propre destin. Le chemin avait été long, semé d'embûches, de trahisons, de découvertes douloureuses, mais il m'avait mené ici, à cet instant de sérénité, à la compréhension profonde de ce qui importe réellement dans une vie. Le destin de Guillaume, sa chute abrupte, n'était pas le fruit d'un manque d'argent ou de pouvoir, il en avait à revendre, une fortune qu'il avait amassée avec une avidité insatiable. Non, sa défaite est née de son arrogance, de son incapacité à voir au-delà des apparences et des titres, à juger une personne par son rôle social, sa richesse apparente ou son silence, plutôt que par son essence, son intégrité.
Il a méprisé l'âme discrète qui partageait sa vie, cette femme qu'il avait crue faible et malléable, et cette méprise fut le poison lent qui détruisit tout ce qu'il prétendait construire. Son édifice, bâti sur le sable de l'apparat et du mensonge, s'est effondré non pas sous la force d'un ennemi extérieur, mais sous le poids de sa propre superficialité. L'illusion d'une vie parfaite s'est dissipée, ne laissant derrière elle que la vacuité de son ambition démesurée. La racine profonde de sa trahison et de sa cruauté ne résidait pas dans une quelconque faiblesse de ma part. Elle puisait sa source dans l'insécurité chronique et l'ego fragile de Guillaume. Il avait un besoin viscéral d'être l'unique centre de mon monde, de se sentir indispensable, le maître de ma destinée, celui qui me sauvait ou me façonnait pour s'intégrer à son univers. Il avait besoin que je le besoigne pour cimenter sa propre valeur. Confronté à une femme silencieuse, oui, mais profondément autonome, et d'une force tranquille, une femme qui ne cherchait pas à briller par sa lumière mais par sa vérité, son monde intérieur s'est effondré. Il ne pouvait tolérer une lumière qui n'émanait pas de lui, une force qu'il ne pouvait contrôler, une indépendance qu'il ne pouvait comprendre. Mon silence n'était pas une faiblesse, mais une forme de dignité qu'il avait interprétée comme de la soumission. Pourtant, la véritable victoire, la mienne, ne résidait ni dans la vengeance éclatante ni dans l'humiliation publique de Guillaume. Elle fut dans la préservation intacte de ma dignité. J'ai choisi de partir, sans explication superflue à ceux qui ne voulaient pas entendre, sans amertume envers un passé que je ne pouvais changer. J'ai choisi de rester fidèle à mes propres valeurs, celles que ma mère m'avait enseignées dans notre petite maison de Normandie. Ma force n'était pas de riposter coup pour coup, mais de comprendre la vérité, d'accepter mon héritage et de me retirer de ce jeu de pouvoir, libre de tout ressentiment. Ma victoire était une liberté intérieure, une sérénité retrouvée qui transcendait toute richesse ou tout pouvoir, une affirmation silencieuse de mon être. Parfois, la plus grande des victoires est de choisir la paix plutôt que la guerre. Ce n'est pas ce que l'on perd qui nous définit, mais ce que l'on choisit de devenir. Et vous, chers amis, après ce voyage, quelle vérité profonde emporterez-vous de l'histoire d'Evelyne? Que pensez-vous de sa décision finale? Auriez-vous agi différemment à sa place? Partagez vos réflexions dans les commentaires, je les lis toujours attentivement, chaque mot. Si ce récit vous a touché, vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de le partager avec ceux que cette histoire pourrait émouvoir, et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains mystères. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine histoire et qui sait, la prochaine fois, ce sera peut-être vous le héros, ou l'héroïne. Cette histoire est fictive, et les actions présentées ne doivent pas être reproduites dans la vie réelle, regardez-la comme une réflexion sur les relations humaines.